Bonjour et bienvenue sur Metadoxa, la chaîne où l'on pense sur ce qu'est la pensée. Alors, retour du format systémie de l'esprit, ça faisait un petit moment déjà. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un principe qui, à mon avis, est en ligne de fond dans à peu près tout mon travail, qui sont en fait les isomorphismes et la détection des isomorphismes. À la base, c'est un concept de mathématiques que j'aurais beaucoup de mal à vous expliquer d'une manière rigoureuse, mais en gros, de ce que j'en ai compris, le principe, c'est en fait d'identifier des structures qui sont équivalentes pour des expressions mathématiques ou des formes géométriques mathématiques qui sont différentes, mais qui sont construites sur une base commune. Donc on pourrait dire que c'est une façon en fait de classer et d'identifier des structures similaires sur des formes qui peuvent apparaître un peu comme différentes au premier regard. Donc pour moi en fait la notion d'isomorphisme, elle est liée en fait à l'analyse structurelle, ce qui pour moi est très très systémique en fait comme façon d'aborder les choses. Et en fait dans ma vie, même si j'avais pas forcément les termes, les mots pour exprimer ça, j'ai constaté assez tôt en fait que beaucoup d'idées qui semblaient opposées en fait, avaient des structures qui étaient beaucoup plus similaires qu'elles en avaient l'air. Et j'ai notamment découvert ça, en fait, en m'intéressant à la politique et en fréquentant différents milieux politiques, notamment dans la période où je faisais du militantisme. Pour vous rendre l'idée un peu plus concrète, j'ai à la fois fréquenté des milieux successivement qu'on pourrait qualifier d'extrême gauche et d'extrême droite, et certes, en apparence, ils étaient en désaccord sur beaucoup de points, mais ils se ressemblaient pourtant beaucoup, comme à peu près tous les mouvements politiques d'ailleurs, dans leur façon de s'organiser, dans leur façon de penser la société. Il y avait assez souvent, même s'il pouvait y avoir des divergences sur la question, mais il y avait assez souvent l'enjeu de l'élection, il y avait des enjeux en termes d'influence, de tractage, de communication. Et puis il y avait aussi une certaine polarisation des idées. Il y avait l'idée très commune dans les deux camps que le système en place, que l'état du monde tel qu'il était actuellement n'était pas souhaitable et qu'il était question en fait de changer radicalement la société, que ce soit vers un futur encore à venir ou que ce soit vers un passé souvent fantasmé, mais en tout cas il y avait l'idée un peu d'une sorte de révolution, et on pourrait dire dans les deux cas. Très souvent, après ça dépendait des tendances, mais il y avait aussi une critique du libéralisme, du capitalisme, de l'individualisme, d'une forme de manque de soins, d'attention pour autrui. Aussi une société un peu terne, un peu froide, un peu morne, où on est replié sur soi. Et d'une manière générale, comme dans énormément de camps politiques, si ce n'est à peu près tous, il y avait l'idée de la dénonciation d'un certain nombre de personnes qui étaient possesseuses d'un pouvoir qu'on pourrait dire illégitime, ou qui bénéficiaient de droits iniques et qu'il s'agissait de dénoncer et si possible de renverser pour retrouver une forme de justice et un rééquilibrage des forces, quoi. Et donc j'ai constaté qu'il y avait beaucoup en fait de structures miroirs où chacun en fait reprochait à l'autre des choses qui en fait, si on regardait bien, lui ressemblaient beaucoup à lui. Et puis surtout, il y avait surtout une certaine ignorance, déformation, mécompréhension de ce que pensait l'autre. Mais en fait, ce qui se passe fondamentalement quand on n'a pas conscience des isomorphismes et quand on ne reconnaît pas les isomorphismes, c'est qu'on a tendance en fait à s'enfermer dans des faux débats. C'est-à-dire qu'en fait, on va débattre sur des choses sur lesquelles, même si ça n'a pas l'air comme ça, on débat sur les choses sur lesquelles on est fondamentalement d'accord, pour ne pas parler en fait des vrais points de désaccord. Et il y a une raison inconsciente, en tout cas, qui est très bonne pour le fait de ne pas le faire, c'est que si on commençait à parler des choses sur lesquelles on est réellement en désaccord, ça voudrait dire qu'on commencerait à reconnaître la nature profonde du désaccord, et reconnaître la nature profonde du désaccord, ce serait réussir à se décentrer suffisamment de sa propre vision du monde pour voir à quel endroit l'isomorphisme n'existe plus, et à quel endroit on n'est plus des jumeaux mimétiques, comme pourrait dire René Girard, à quel point on n'est plus en fait des frères ennemis, mais à quel endroit on n'est juste pas de la même famille. Et ça, le fait de réaliser qu'on puisse vraiment pas être de la même famille à un endroit, c'est quelque chose qui peut être très perturbant. Pour illustrer vraiment ce principe des frères ennemis, j'aimerais vous donner un autre exemple qui, à mon avis, va être vraiment parlant, et celui-là, je pense que je peux en rendre compte d'une manière vraiment explicite.
C'est le cas en fait des débats croyants vs athées, les fameux trucs. Ça marche toujours très très bien. Hein. Moi-même j'ai fait un live récemment sur le sujet, ça a marché plutôt bien. C'est les voilà, est-ce que Dieu existe, est-ce que Dieu n'existe pas, est-ce qu'on a des preuves, est-ce qu'on n'a pas de preuves. Et ben moi j'ai envie de dire sur le sujet une chose qui va peut-être choquer beaucoup de personnes, et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont peut-être venir débattre avec moi pour me dire mais non, mais t'as pas compris, mais machin c'est pas ça, mais on pense pas ça. Ok, d'accord, d'accord. Euh, je considère que fondamentalement le débat est-ce que Dieu existe ou pas, voilà, croyant athée, est profondément un faux débat, et je considère en fait que il y a un isomorphisme assez fort sur la question, et qu'au fond, sur la question de l'existence de Dieu, les athées et les croyants sont parfaitement d'accord. Je dirais qu'à la limite, s'il y avait vraiment une opposition sur la question de l'existence de Dieu, ça opposerait plutôt, disons, les gens qui estiment qu'il y a une certaine forme de réalité extérieure, ou qu'il y a une certaine forme de capacité à comprendre quelque chose dans le monde, peu importe ce que c'est. Ce serait cette catégorie-là qui s'opposerait à la catégorie assez particulière des nihilistes radicaux, qui sont pas si nombreux que ça en réalité, et qui d'ailleurs en fait sont souvent très accrochés à leur nihilisme, ce qui veut dire qu'ils sont pas si nihilistes que ça, mais bon, voilà. Il y aurait il y aurait ceux qui croient en quelque chose en gros, et il y aurait de l'autre côté, enfin, qui croient en quelque chose même si c'est la méthode scientifique, hein, et de l'autre côté les nihilistes radicaux, et éventuellement les psychotiques profonds qui sont dans des espèces de goths complexes, qui croient en fait que ils créent entièrement leur propre réalité de A à Z. Et ironiquement, même ceux-là, c'est pas forcément qu'ils croient pas en Dieu, c'est qu'au fond, ils pensent que Dieu c'est eux, quoi. En gros, on pourrait dire que c'est ça. Et si vraiment on devait trouver un débat avec une vraie opposition sur la question de l'existence de Dieu, bah voilà, je pense que ça opposerait les gens qui fondamentalement pensent qu'on peut comprendre quelque chose du monde, que ce soit les croyants ou les athées, aux nihilistes et aux psychotiques extrêmes, quoi. Et là, effectivement, il y aura peut-être un débat. Mais en fait, quand il y a un débat entre les croyants et les athées, fondamentalement, sur la question de l'existence de Dieu, ils sont d'accord, et qu'est-ce qu'ils pensent tous les deux, c'est que Dieu existe. Alors là, je sais que plein de gens vont pas être d'accord avec moi sur ce point. Je pense que tout le monde voit pourquoi est-ce que les croyants pensent que Dieu existe. Pourquoi est-ce que je considère que les athées pensent que Dieu existe? Parce que, au fond, les athées, et en particulier ceux qui sont plus ou moins scientistes, en tout cas qui croient au principe de méthode scientifique et d'accès à la connaissance par la recherche scientifique, et ben ces gens-là, ils croient en une forme d'absolu ou de transcendance qui dépasse notre niveau de compréhension immédiat, nous petits humains. Et donc, les athées vont faire de longs débats pour expliquer que tout ça n'a absolument rien à voir avec une forme de croyance en Dieu et tout, que tout ça est parfaitement voilà, rationnel, prouver tout ce qu'on veut, que Dieu est une hypothèse qui qui n'est pas parcimonieuse, parce que bon, je vous refais pas tout le dessin. Il y a la théière de Russell, il y a le monstre de spaghetti volant. Il y a la licorne rose invisible, vous tapez sur Google, voilà, c'est plein d'expériences de pensée qui permettent de dire pourquoi est-ce que croire en Dieu n'est pas une hypothèse raisonnable. C'est pas on a prouvé que c'était pas vrai, mais c'est qu'il n'y a pas de raison de penser que c'est vrai. Mais en fait, fondamentalement, les athées aussi croient en Dieu, c'est juste que, et j'y viens, ils vont appeler ça le hasard, les lois de la physique, l'univers au sens très athée cartésien du terme, voilà, enfin, ou la causalité aussi, voilà, la causalité, ça peut être un nom athée pour désigner Dieu. Vous êtes ici parce qu'on vous a envoyé ici, on vous a ordonné de venir et vous avez obéi. Ce qui est bien sûr la loi universelle. Voyez-vous, il y a une seule et unique constante, une seule règle d'or, une seule et unique vérité absolue, la causalité. Action, réaction, cause et effet. Toute chose commence par un choix. Non, faux. Le choix n'est rien qu'une illusion créée pour séparer ceux qui ont le pouvoir de ceux qui n'ont pas. Et bah, les croyants, ils vont parler donc de Dieu, de Allah peut-être s'ils sont musulmans, de Jéhovah, bon, je vais pas vous faire toute la liste, mais donc ils
ils vont nommer ça par Dieu et des dérivés de Dieu, et éventuellement, s'ils sont dans des croyances un peu plus New Age ésotérique, néo-spiritualité et tout, ils vont parler de la vie, l'univers, mais alors peut-être comme certains athées, mais leur l'univers à eux, il a un sens un peu différent, il n'y a pas la même émotion derrière. La vie, l'univers, l'absolu, le tout, la non-dualité, voilà. Ça peut être un peu des termes modernes pour désigner toujours la même chose, qui fondamentalement est Dieu, mais en fait, si vous regardez bien, euh, le hasard, la causalité, l'univers, la vie, le tout, Dieu, Allah, Jéhovah, Yahvé, la source, tout ça, ça parle fondamentalement de la même chose. Tout ça, je vous ai cité 10 termes, là, il y en aurait d'autres, hein. C'est 10 isomorphismes de fondamentalement le même concept. Et donc en fait, si vous avez des gens qui débattent, et que là, d'un coup, on arrive, par je ne sais quel miracle, hein, parce que ça arrive pas souvent, on arrive à mettre en évidence le fait que fondamentalement, tout le monde parle de la même chose, tout de suite, le débat prend une autre tournure. Et alors bon, dans un monde idéal, on pourrait se dire, c'est super, tout le monde va tomber d'accord. Alors, probablement pas, parce qu'en fait, justement, en ayant mis en évidence qu'en fait il y a un isomorphisme entre toutes ces notions, là on a éclairé ce qui relevait du faux débat, et on peut enfin arriver dans le vrai débat. Et le vrai débat entre un croyant et un athée, dans le cas le plus commun qui soit, disons, ce n'est pas est-ce que Dieu existe ou est-ce que Dieu n'existe pas, c'est quelles sont les motivations profondes de Dieu. Pour moi, le vrai débat, il est là. Et là, pour le coup, il y a un désaccord qui est profond, qui est réel, et qui n'est pas un isomorphisme. C'est-à-dire que c'est pas juste une bataille de vocabulaire, ou d'idées un peu de surface, ou de posture et tout, c'est que là, il y a vraiment un désaccord de fond, et un désaccord qui peut être potentiellement très déstabilisant, lorsqu'on le porte à la conscience, parce que il nous amène en fait à réaliser vraiment quelle posture on a pris sur la vie, et si on réalise vraiment quelle posture on a pris sur la vie, et si on réalise que l'autre a pris une posture différente de la nôtre sur ce point-là, ça prouve déjà, ça nous force déjà à admettre que c'est une posture. Et donc, cette posture différente, c'est en fait, ça relève d'un jugement sur la bienveillance ou non, et en fait, en gros, les motivations de Dieu. Et en fait, deux croyants qui débattent ensemble, en général, il y a des variantes, mais en général, ils ont à peu près la même opinion du fait que Dieu, en gros, il est bienveillant. Un croyant et un athée qui débattent, on pourrait se dire, bon, ils sont opposés, donc en fait, il y en a un qui pense que Dieu est bienveillant et que l'autre, il est malveillant. Non, 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 l'opposition, c'est « je pense que Dieu est bienveillant » versus je pense que Dieu, en gros, n'est ni bienveillant ni malveillant, qu'il est plus ou moins neutre, qu'au fond, il n'y a pas vraiment de jugement moral sur les choses, il n'y a pas vraiment de préférence pour qui que ce soit, ou pour tel type d'action par rapport à une autre, et au fond, Dieu est une espèce de force de la nature, c'est un peu une sorte de monstre cosmique Lovecraftien, mais encore plus puissant, en quelque sorte, c'est une sorte d'entité de force qui édicte la causalité des choses, qui édicte les lois de la physique, et qui, en gros, dans les théories actuelles dominantes, on pourrait dire qu'il a balancé un gros paquet d'atomes d'hydrogène, comme ça, avec une grande explosion dans l'univers, et puis il a laissé tout ça se débrouiller. Après, de par les chocs, recombinaisons et tout, les processus d'émergence systémique, complexes et tout, ça a donné, on sait pas trop pourquoi, la vie et différentes formes de vie, des cellules, machin, jusqu'à, enfin, nous, les êtres humains, qui sommes le produit d'une sorte de nombreux hasards complexes qui se sont succédés jusqu'à créer des formes très complexes, étonnamment, on sait pas trop pourquoi, dotées de ce qui semblerait être une conscience subjective. Mais tout ça est en gros le fruit presque d'un accident, quoi. C'est un ensemble de paramètres qui ont été balancés et qui, par le fruit de la causalité et du temps, ont donné des structures de plus en plus complexes. Et ça, on pourrait dire que c'est la vision de Dieu et que c'est la cosmologie, la cosmogonie, je sais pas comment on dirait, d'une bonne partie des athées. Et donc, c'est au fond profondément une vision spirituelle. C'est une vision spirituelle qui généralement n'est pas consciente d'elle-même. C'est une vision spirituelle qui est
oui, inconsciente, subconsciente, voilà, mais c'est quand même une vision spirituelle. Et si en fait on pouvait éclairer tous ces débats, moi c'est pour ça en fait au fond que ces débats me saoulent beaucoup, c'est parce que vu que je regarde au niveau de la structure, je vois juste des dialogues de sourds avec des gens qui au fond parlent de la même chose avec des mots différents pendant 1 heure, 2 heures, et ça avance pas, et au fond chacun reste dans son paradigme et dans ses visions du monde. Moi je trouve pas ça très intéressant, mais si on pouvait éclairer ce point-là, et ben là du coup on commencerait à avoir le vrai débat qui à mon avis pour le coup est vraiment intéressant, qui est ok, il y a une transcendance, qu'on l'appelle les lois de la physique ou qu'on l'appelle Dieu. Cette transcendance est ce que la science essaye d'expliquer via des modèles, en fait, parce que si on fait de la recherche, si on essaie de comprendre des lois, c'est bien parce qu'on estime qu'il doit y en avoir au départ et qu'on ne les comprend pas, donc c'est bien parce qu'on estime qu'il y a des choses qui nous échappent, en tout cas pour le moment. Et même, si on vraiment va au bout du paradigme scientifique, il y aura toujours des choses qui nous échappent, mais on va toujours cheminer de plus en plus pour les comprendre de mieux en mieux et pour qu'elles nous échappent de moins en moins. Mais il y aura toujours, ça va vers l'infini. Mais donc, oui, en fait, la science doit postuler qu'il y a un absolu qui nous dépasse pour même que son objet de recherche ait le moindre sens. Sinon, qu'est-ce qu'elle chercherait, en fait? S'il y a rien qui nous dépasse, on sait déjà, voilà, qu'est-ce qu'on recherche? Et donc voilà, en fait, le vrai débat, il pourra avoir lieu sur, mais ces forces qui nous dépassent, quelle est leur nature et qu'est-ce qu'elles nous veulent? Est-ce que ce sont simplement des sortes de forces sans conscience, qui ne font que représenter une forme de billard universel avec des choses qui s'entrechoquent comme ça à l'infini et qui forment des structures au bout d'un moment par les lois du hasard et de la recombination et de la systémie, voilà. Est-ce que c'est ça, ou est-ce que il y a une forme de volonté plus affichée, plus affirmée, il y a une forme de bienveillance, et il y a aussi une sorte de principe, en fait, universel qu'on devrait suivre. Et donc là, effectivement, on verra que les croyants et les athées ont bel et bien une position différente sur la question. Et il y a une chose qui est très marrante, c'est que on pourrait se dire finalement, si d'un côté je prends 2 croyants dans une religion différente, et si de l'autre côté je prends un croyant et un athée, quels sont les gens qui, en termes de vision du monde, sont les plus proches? Est-ce que c'est le croyant et l'athée, ou est-ce que c'est 2 croyants avec une vision du monde différente? Bon, je pense qu'on sera tous d'accord, moi aussi, hein, pour dire que les 2 personnes qui ont la vision du monde la plus proche, ce sont les 2 croyants dans une religion différente. Et là, ce qui devient rigolo, en fait, c'est que, pourtant, si on observe, en fait, les isomorphismes et la structure profonde du débat, lorsqu'un croyant et un athée débattent sur le fond, ils sont d'accord sur à peu près tout, en tout cas par rapport au sujet qu'ils abordent directement, et lorsque 2 croyants débattent, en fait sur le fond ils sont d'accord sur à peu près rien. Alors déjà, pourquoi est-ce que je dis ça? Et ensuite, pourquoi ce phénomène a lieu? Pourquoi je dis ça? C'est très simple. Parce qu'au fond, sur l'existence de Dieu, comme je l'ai expliqué, les deux sont d'accord. Le vrai désaccord, en fait, il est jamais exprimé, et le vrai désaccord, il est sur qu'est-ce que cette force nous veut, et quel est son but, quelle est sa volonté, quelle est sa conscience propre, voilà. Le vrai désaccord, il est là, mais ça, c'est jamais abordé. Par contre, 2 croyances qui discutent, ils sont d'accord à la fois sur le fait qu'il y a des forces fondamentales qui nous échappent, et ils sont d'accord sur le fait que ces forces fondamentales sont, en gros, bienveillantes, dans le fond, avec des nuances sur qu'est-ce que ça veut dire, mais en gros, ils sont d'accord sur le fait qu'elles sont bienveillantes, et ils sont même d'accord sur le fait que, dans une certaine mesure, et via différents procédés, on peut en fait se relier à la volonté de ces forces et en quelque sorte les servir. Donc ils sont d'accord sur tout ça. Et vu qu'ils sont d'accord sur tout ça, qu'ils le savent, que c'est explicite, qu'ils le pensent globalement de la même façon, eh ben ils peuvent se concentrer sur le vrai désaccord qui les oppose, qui est ok, cette force est bienveillante, a une influence sur nos vies, voilà. Comment est-ce qu'on se relie à cette force? Comment est-ce qu'on comprend son message? Et comment est-ce qu'on agit en accord avec sa volonté? Et là, pour le coup, il y a un vrai désaccord, il y a un désaccord qui peut être très profond. Bon, c'est sur, voilà, ça va être sur l'interprétation des textes, mais de manière générale, sur l'interprétation de qu'est-ce que Dieu nous veut, et comment le servir, voilà. Le vrai désaccord, il est là. Et du coup, vu que ces gens pensent le monde d'une manière suffisamment similaire, en fait, ils sont suffisamment d'accord sur les principes de surface pour pouvoir aller explorer leur vrai désaccord. Et en fait, c'est quelque chose qui se passe beaucoup plus lorsqu'on échange avec des gens qui ont des idées proches des nôtres, que lorsqu'on échange avec des gens qui ont des idées très éloignées des nôtres.
Parce que, en fait, le débat, la confrontation, implique un cadre commun, ne serait-ce que pour qu'il y ait une chose sur laquelle s'opposer. Si on s'oppose sur quelque chose, c'est bien qu'à un moment, en fait, on a décidé qu'il y avait un principe commun sur lequel s'opposer. Il y a un principe sur lequel on est tous les deux d'accord, mais en fait, on s'oppose sur l'interprétation de ce principe et sur les stratégies à adopter par rapport à ce principe, et c'est pour ça qu'il y a débat. Si on n'est même pas d'accord sur les principes de base, en fait, on ne se rend compte même pas suffisamment pour qu'il y ait un vrai débat. Et donc, bah oui, aussi étonnant que ça puisse paraître, à un moment, pour qu'il y ait un vrai désaccord, il faut que, paradoxalement, il y ait un accord sur un certain nombre de principes essentiels. Pareil, je vais pas vous refaire tout le machin, mais on pourrait prendre, je sais pas, les libertariens et les communistes, mais d'une manière générale, les libéraux et les socialistes. Il y en a qui vont dire en gros qu'il faut plus de liberté économique, de libre-échange, de libre-marché, et d'autres qui vont dire en gros qu'il faut plus d'économie planifiée, qu'il faut plus de redistribution des richesses, et voilà. Avec les positions extrêmes qui sont en gros tout mis en commun, tout redistribué, versus aucune forme de redistribution de mise en commun, que dalle, juste chacun gère son propre argent, et voilà, c'est bon, ok. Ça, ce sont les deux positions extrêmes. Et on pourrait dire que ce sont des gens, en fait, qui sont dans des désaccords radicaux, quoi, qui ont vraiment des visions du monde opposées. Sauf qu'en fait, quand on regarde bien, ils se rejoignent sur énormément de choses. Globalement, en fait, ce qui se passe, c'est que les libertariens, comme les communistes, sont d'accord, en gros, sur le fait que, déjà, dans les deux camps, il y a une forme de méfiance envers le pouvoir qu'autrui peut exercer sur nous. On pourrait même aller jusqu'à dire que ça peut virer vers une forme de paranoïa. Et il y a l'idée, en fait, qu'il y a un certain nombre de personnes dans la population qui se sont acquis une forme de pouvoir qui est déloyal, inique, indu, et que ces gens exercent une forme de domination et d'oppression sur d'autres catégories de la population qui, en gros, n'ont rien demandé. C'est juste que il y a un camp qui estime qu'en gros, le danger vient principalement de la puissance du collectif, le fait qu'il y a des gens en fait qui vont se liguer ensemble pour oppresser les individus, ça c'est la vision des libertariens, et globalement c'est des gens qui vont beaucoup se méfier en fait de l'abandon d'une forme de souveraineté individuelle euh, dans le fait de se plier à une norme collective, à une forme de violence collective qu'on ne questionne plus. Donc c'est des gens en fait qui sont très très méfiants, très paranoïaques on pourrait dire du collectif, là où les socialistes, communistes, ils vont être dans une posture inverse, en fait ils vont être très méfiants de la tendance à l'individualisme, du fait de ne pas jouer le jeu du groupe, et du fait, en gros, de chercher ses intérêts personnels en premier lieu, en exerçant une forme de contrôle, de domination indue sur le reste du groupe. Mais en fait, dans les deux cas, il y a une dénonciation du pouvoir illégitime, et il y a la tentative, en fait, de définition d'une forme de zone de pouvoir et de propriété légitime. Oui, y compris d'ailleurs pour les communistes, c'est ça qui est amusant. C'est juste qu'en fait, dans un cas, on va considérer que la propriété est quelque chose qui est contrôlé par des individus, alors que dans un autre cas, on va considérer que la propriété est collective, quoi. Et donc en fait, les gens au final sont en conflit sur le fait de déterminer qu'est-ce qui est le plus dangereux et le plus inique. Est-ce que c'est on pourrait dire la pression du collectif sur l'individu, la puissance du collectif sur l'individu, ou est-ce que c'est la puissance de l'individu sur le collectif? Et d'ailleurs, ce qui est très amusant, c'est qu'en fait, en changeant un peu les mots et les significations, sur la notion de peuple notamment, on peut dire en fait que ce qui appartient au peuple, c'est la propriété individuelle, et en fait c'est l'État qui est une forme de force oligarchique, dominante, voilà tout ce qu'on veut. Ou alors on peut inverser le truc, et en fait on peut dire que c'est la propriété individuelle qui est le produit de forces dominantes oligarchiques, et qu'en fait c'est la propriété collective qui appartient réellement au peuple. Tout ça en fait c'est un peu des questions de posture, de vision du monde, et il n'y a pas vraiment en fait de moyen de trancher ça de façon définitive, parce qu'en réalité, en fait, même la question de distinction entre le peuple et une élite, si on regarde bien au fond, c'est juste une humanité qui s'organise de façon plus ou moins stratifiée, avec différents groupes, et qui essaye, on va dire,
gérer des choses complexes en s'organisant d'une manière qui semble juste, où chacun s'occupe d'une partie des choses, mais en fait ces distinctions, il y a les choses qui m'appartiennent vraiment et qui ne sont absolument pas de la préoccupation des autres, ou alors il y a des choses qui sont des communs et qui nous appartiennent à tous et tout. Cette distinction, elle est au fond très subjective, très artificielle, et il est difficile de trancher, et j'ai même envie de dire que dans des approches plus intégratives, inclusives, voire transpersonnelles, bah, la distinction individu-collectif va tout à fait se dissoudre, parce qu'en fait, au bout d'un moment, je pense qu'on comprend que ce qui sert profondément l'individu sert profondément le collectif, et ce qui sert profondément le collectif sert profondément l'individu. C'est-à-dire qu'en gros, pour moi, toute personne qui est individualiste et qui mène ce raisonnement vraiment jusqu'à terme, va retomber sur le fait que l'individualisme ne peut que servir le collectif si c'est un individualisme vraiment bien pensé. Ce qui sert le plus nos intérêts personnels, c'est ce qui sert le plus les intérêts du groupe, et à l'inverse, pour moi, un collectiviste qui va vraiment au bout de son raisonnement, se rendra compte que ce qui sert le plus l'intérêt du groupe, c'est ce qui sert le plus chaque élément du groupe, et chaque élément du groupe, ce sont les individus. Bon, et si en plus on est dans des raisonnements fractals et qu'on comprend qu'en fait un individu c'est juste une question d'échelle, et que nos cellules, et peut-être même les atomes sont aussi des individus, et inversement que la planète est un individu aussi, là on sort encore plus du débat, mais bon, je vais pas aller aussi loin que ça. Mais donc en fait, voilà, c'est dans les différents paradigmes, dans les différentes visions du monde, il y a un certain nombre d'isomorphismes, il y a un certain nombre d'idées en fait qui ont des structures similaires mais avec des postures de façade qui sont un peu différentes. Et il y a des désaccords qui sont plus profonds. Le désaccord plus profond pour les communistes et les libéraux libertariens, ce serait fondamentalement sur qu'est-ce qui est le plus dangereux, est-ce que c'est le collectif ou est-ce que c'est l'individu. Là, c'est encore relativement explicite. Mais en tout cas, vous vous rendez bien compte en fait que si on explicite les isomorphismes, si on les met en évidence, il y a plein en fait de débats qu'on n'aura plus parce qu'on va gagner beaucoup de temps. Je vais vous prendre un dernier truc très rapidement. Je suis souvent ces derniers temps partagé sur le fait il y a certaines choses qui touchent à la complexité et à la systémie et à des modes de perception un peu plus holistique et intuitif du monde. En fait, je suis partagé entre est-ce que je dois en parler avec un vocabulaire très technique, très scientifique, très cartésien, rigoureux, démontré entre guillemets, même si ça l'est jamais complètement. Hein. Est-ce que je dois en parler avec ce vocabulaire-là, ou est-ce que je dois en parler avec un langage plus métaphorique, spirituel, entre guillemets New Age, sensitif? Et du coup, je me retrouve en fait à être un peu dans une posture entre les deux, et parfois même à utiliser les deux types de vocabulaire en même temps, parce que justement, j'essaye à la fois de parler à ceux qui ont un esprit plus logicien, cartésien, scientifique, et à ceux qui ont un esprit plus intuitif, sensitif et tout. J'essaie de parler aux deux, et aussi j'essaie de montrer fondamentalement qu'il y a un pont entre les deux, et que on peut articuler les deux dans sa vie, qu'on n'est pas obligé de choisir. Et que justement, c'est ça qui est intéressant, qu'il y a des isomorphismes entre les deux. C'est-à-dire que il y en a certains qui vont parler de vibrations, de raison d'être, de subtil, voilà, et puis il y en a d'autres qui vont parler d'attracteurs systémiques, d'homéostasie, de boucles de rétroaction, et en fait, si vraiment on commence à regarder la structure des choses et à voir de quoi parlent profondément ces différents domaines, on se rend compte que peu ou prou ça parle de la même chose, mais que ça ne regarde pas les choses forcément depuis le même filtre. C'est pas le même filtre, mais c'est profondément la même chose. Mais au final, est-ce qu'il suffirait simplement d'éclairer tous les isomorphismes pour que d'un coup, les gens soient tous d'accord entre eux, et que tout soit génial dans le meilleur des mondes, et qu'on se rende compte qu'on est tous d'accord? Je pense que non, et je pense même que ce serait l'inverse, comme je l'ai d'ailleurs dit tout à l'heure. Je pense que si on faisait ça, on réaliserait quels sont nos désaccords réels, et ça pourrait être assez choquant en fait, ça pourrait être assez déstabilisant. Parce que, oui, déjà on verrait à quel point, paradoxalement, en éclairant les faux désaccords, on verra à quel point il y a des vrais désaccords aussi qui existent, et ils sont profonds, et on verrait même à quel point il est possible d'être en désaccord sur certaines idées. Parce que c'est tout le principe en fait d'un paradigme et d'une vision du monde. Un paradigme, ça ne nous rend pas en désaccord avec les gens qui n'ont pas le même paradigme que nous, fondamentalement. Non. Ça nous rend incapables de même penser le fait qu'il puisse y avoir un désaccord sur certains points. Parce qu'on
On pense que l'autre il a pas compris, on pense que l'autre il est idiot, on pense que l'autre il est un peu bizarre et tout, voilà, enfin, peu importe comment on le définit, mais le fait d'admettre que l'autre n'est pas d'accord avec nous sur des points aussi fondamentaux que ceux qu'on considère comme fondamentaux, ça c'est quasiment de l'ordre de l'impensable. Et en fait, si on pouvait éclairer tous les faux débats et tous les faux désaccords, bah en fait on se rendrait compte des désaccords réels, et ça nous forcerait presque mécaniquement à nous extraire de notre propre vision du monde pour l'avoir comme une vision du monde. Et ça, oui, c'est profondément stressant et profondément déstabilisant pour beaucoup de gens, et j'ai même envie de dire pour tout le monde dans l'absolu, mais après ça dépend jusqu'à quel point on tire le truc. Bon, en tout cas, clairement, les grandes avancées, les grandes percées de compréhension du monde, les grandes percées conceptuelles, et les grandes percées même relationnelles que j'ai faites dans ma vie, les moments où en fait j'ai commencé à être capable de parler à des gens avec qui j'arrivais pas à parler avant, c'est les moments où j'ai réalisé en fait ce principe d'isomorphisme, et où j'ai réalisé en fait que ces gens qui semblaient dire un truc avec lequel j'étais profondément pas en accord, au fond, ils disaient des choses qui n'étaient pas si éloignées de choses que je pouvais penser, comprendre, et qu'en tout cas j'arrivais à m'y relier. Et c'était pas juste un truc en mode, bon, on a des visions du monde différentes sur la même chose, mais au fond, personne ne peut définir qu'est-ce qui est vrai ou faux, et c'est ok. C'est pas juste un relativisme un peu simpliste comme ça, c'est vraiment le fait de réaliser que, non, en fait, c'est... Le sujet dont on parle est le même, mais notre langage est différent. Moi, je parle français, l'autre, il parle anglais, chinois, voilà. C'est vraiment un langage différent, quoi. Et on peut se retrouver à utiliser 10, 15, 20, 30 mots pour parler profondément de la même chose. Mais, vu que ces désaccords de surface, lorsqu'ils sont levés, révèlent des désaccords profonds, et vu qu'en fait il y a toujours un peu l'inconscient qui agit en toile de fond, et qui est conscient de choses dont notre conscient n'a pas conscience, c'est un peu le principe de l'inconscient, c'est un peu à ça qui sert, vu qu'il y a quand même, on a quand même une compréhension intuitive de certains trucs, pourquoi est-ce que c'est si difficile en fait de constater ces isomorphismes? Pourquoi est-ce qu'en fait les gens vont préférer rester dans l'opposition même si on commence à pointer ces isomorphismes? Parce que il y a l'idée que si par exemple je suis un athée et que je commence à admettre que peut-être que ce que j'appelle la causalité, euh, les lois de la physique et tout, d'une certaine façon, on peut appeler ça Dieu aussi, si je commence à admettre ça, ça veut dire en fait que j'ai admis un terme qui ne fait pas partie de mon paradigme, mais qui fait partie du paradigme qui est antagoniste au mien, c'est-à-dire le paradigme des croyants. Et en soi, le fait d'admettre le mot Dieu, on pourrait dire, si on est vraiment juste logique, on pourrait dire il n'a pas tant de conséquences que ça, bon, c'est juste un mot, quoi. Ok, c'est une façon différente d'appeler la même chose. Mais ce mot, il est chargé non pas juste de ce qu'il désigne, mais il est aussi chargé de tout le paradigme auquel il se rattache. Et c'est pour ça, en fait, fondamentalement, qu'on a des dialogues de sourds, c'est pour ça qu'on a des débats qui tournent en rond, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à comprendre et qu'on ne veut pas se comprendre. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si on concède des choses sur les mots, vu que les mots et les paradigmes sont intimement liés, accepter le mot, en fait, c'est comme si on acceptait tout le paradigme. En tout cas, c'est dans les débats classiques, où les gens n'ont pas, on va dire, des capacités assez avancées en termes de métacognition, et n'ont pas l'habitude, en fait, de manipuler plusieurs paradigmes. Dans les débats, en fait, où les gens sont identifiés à leur paradigme, si je commence à accepter des mots qui ne font pas partie du paradigme que je défends, indirectement, j'accepte aussi le paradigme. En tout cas, je suis en train de donner des gages, je suis en train de donner des points à l'autre pour faire avancer son paradigme. Et c'est pour ça, en fait, que les mots ne sont pas neutres. C'est parce qu'en fait, ils font partie d'un champ lexical, d'un champ paradigmatique, et en fait, tout usage d'un terme, en fait, évoque toutes les idées, toute la vision du monde de son paradigme. Et le fait d'utiliser certains mots plutôt que d'autres conditionne à penser depuis certains paradigmes plutôt que d'autres. Si j'utilise les mots vibration, lumière, amour universel, je sais pas, conscience élargie, subtile, si j'utilise ces termes, je me réfère à un paradigme qui est en gros le paradigme mystique New Age, et donc d'une certaine manière,
je commence à conditionner mon esprit à voir le monde entier depuis ce prisme global, et pas seulement depuis seulement les quelques mots que je vais utiliser dans un certain contexte et tout. J'admets ce prisme global, et même si je ne l'admets pas, je suis conditionné progressivement à l'admettre de par le simple usage des mots, parce que tous ces mots agissent ensemble et forment une sorte de cohérence. Et si j'utilise les mots boucle de rétroaction, homéostasie, attracteur, système complexe, théorie du chaos et tout, et ben en fait, petit à petit, je vais conditionner mon esprit, je vais conditionner ma conscience à se rattacher à un autre paradigme avec ses propres règles, ses propres lois, et ironiquement, là en fait où le bon vieux débat bleu-orange sur la spirale dynamique oppose les croyants du livre, les croyants des grandes religions monothéistes, on va dire, aux athées cartésiens matérialistes qui croient aux preuves empiriques. Voilà, on a une opposition bleu-orange sur la base croyance versus raison. Bah, si on monte de 2 crans, et ben en fait, on rencontre exactement la même opposition, avec le paradigme vert d'un côté, qui va croire un peu plus en une forme de... en tout cas, le paradigme vert New Age, qui n'est pas tout le vert, mais voilà, tout comme les croyants monothéistes ne sont pas tout le bleu, voilà. Mais en tout cas, on va retrouver cette opposition à un échelon supérieur, entre une interprétation sensitive et émotionnelle des phénomènes complexes, et une interprétation plutôt presque matérialiste 2.0 des phénomènes complexes, dans le sens où on a une sorte d'horloge hyper complexe, avec des phénomènes un peu étranges, de la non-localité, des probabilités et tout, mais en fait on a un peu recréé le débat sur un plan supérieur. Voilà. Avec les gens qui vont avoir un discours très flou, très imagé, très sensitif, très émotionnel, ceux qui vont avoir un discours rigoureux, cartésien, mécanique complexe, ok. Et en fait, c'est pareil. C'est le même principe à un échelon supérieur. Toujours un débat de surface sur des choses où fondamentalement les gens sont d'accord. C'est-à-dire qu'en fait les deux parlent au fond du subtil et de la complexité, mais avec des mots différents. Et sur le fond, par contre, il y a un profond désaccord qui est encore une fois, est-ce que cette transcendance elle est en quelque sorte émotionnellement engagée? Est-ce qu'elle attend quelque chose de nous? Est-ce que ouais, voilà, ou est-ce que c'est une sorte de force universelle neutre qui ne se contente que d'orchestrer les choses d'une manière extrêmement complexe, tellement complexe qu'on ne peut pas la saisir avec des modèles réducteurs, mais on peut la saisir indirectement avec des modèles qui intègrent la complexité et la finitude de nos modèles et l'autoréflexivité. Donc en gros, fondamentalement, oui, c'est bleu-orange, vert-jaune, même débat, c'est au fond... ok, la transcendance existe, mais quelle est sa nature et qu'est-ce qu'elle nous veut? Et c'est là où je pense qu'effectivement, à mon avis, via ce principe de balancier, qui est peut-être même sur toute la spirale d'ailleurs, je pense qu'en turquoise, on revient sur un truc sur un truc plus chaud, où oui, effectivement, cette transcendance, elle attend bien quelque chose de nous et tout. Bon, je vais pas aborder cette question-là maintenant. Tout ça pour dire quoi? En fait, tout ça pour dire que si vous voulez vraiment comprendre les paradigmes, les visions du monde et comment, en fait, réussir à faire communiquer entre eux des gens qui ont des visions du monde vraiment différentes et qui semblent incompatibles, et comment, d'une manière générale, voir le monde depuis plusieurs paradigmes avec une vision plus nuancée, en étant capable, en fait, de se nourrir de différents points de vue, ça implique en fait de regarder non pas les éléments de langage ou les débats d'apparence, mais en fait ça implique de devenir capable de voir les structures de fond, de voir en quoi elles sont similaires sur beaucoup de choses et en quoi elles s'opposent vraiment sur certains points qui ne sont pas forcément explicites au départ. Et si vous devenez capable en fait d'observer les choses depuis ce niveau structurel, vous accédez en fait à
un second degré de lecture qui est beaucoup plus subtil et qui permet beaucoup plus de choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle a pu éclairer des choses pour vous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à vous abonner, à parler de mes contenus, de ma chaîne, à des gens que vous connaissez que ça peut intéresser aussi, et moi je vous dis salut.